sommes le 2 novembre 2023 et tu écoutes Réseau. Et c'est avec moi, Guiran, qui est le même nom que la tempête, qui s'appelle Karan. Et ça m'agace énormément. Je suis aussi avec la tempétueuse, Laurence Méride. Oh, salut tout le monde. Et le vent qui souffle sur les réseaux, Tazio. Oh là là, c'est d'une poésie ce matin, moi j'adore ça. Super, mais nous avons un invité avec nous. Il travaille pour Street Press. Street Press, le média qui compte sur ses lecteurs et ses soutiens pour aider à financer un journalisme indépendant, de qualité et accessible à prix libre à tous et à toutes sur Internet. Une cagnotte en ligne a été lancée la semaine dernière. L'objectif, c'est de recueillir 100 000 €, une somme qui doit servir en partie à lancer la plus grande enquête participative jamais menée sur l'extrême droite en France, une enquête sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux. Christophe Cécile Garnier est avec nous, un journaliste de Street Press, spécialiste de la fachosphère, et on va en parler ce matin dans Réseau avec lui. On y va, mais on n'oublie pas de boire de l'eau pendant le jingle. Réseau. Et oui, c'est donc Christophe Cécile Garnier, rédacteur en chef adjoint du pôle enquête de Street Press, qui est avec nous ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci d'être avec nous. Le foot et l'extrême droite, c'est une longue histoire d'amour. Avec le journal L'Équipe, tu as d'ailleurs sorti il y a un peu plus d'un an une cartographie des hooligans en France pour alerter sur le retour du phénomène. Pas plus tard que le week-end dernier, des supporters nazis ont fait la une des médias. Dimanche, le match de foot Marseille-Lyon a été annulé suite au caillassage du bus des Lyonnais. On se souvient des images, mais en marge de cet incident, dans le stade, des supporters ultra de Lyon ont fait des imitations de singes, des saluts nazis destinés aux supporters marseillais avant la rencontre, à tel point que sur Insta et sur Twitter, des supporters historiques du club de l'OL se sont désolidarisés pour ne pas qu'on leur colle une image de facho. Le racisme dans les groupes d'ultra, c'est pas nouveau dans le foot, au PSG et à Lyon notamment. Est-ce que là, on assiste à un retour ou bien c'est un réveil de gens qui étaient en sommeil? Vous avez enquêté là-dessus? Oui, du coup ça fait énormément écho en effet à l'enquête qu'on a sortie l'année dernière avec Street Press et L'Équipe. En fait, donc il y a les ultras, c'est sûr. Dans ce parcage-là, il y avait donc plusieurs groupes ultra, les Bad Guns qui sont un peu le groupe ultra principal, iconique de Lyon, et les Lyon 1950 qui sont le virage sud. Et en fait, ça fait des années qu'on sait que les Lyon 1950, dans le virage sud, il y a des liens avec un groupe hooligan tendance extrême droite, voire néo-nazi, qui s'appelle la Mezza. Et c'est vrai que moi, à Marseille, dès le soir, on m'a envoyé direct des messages en mode t'as vu, il y a leur calico, en fait, c'est leur petit drapeau en fait, qui pose à chaque fois. Donc ce qui montre aussi qu'ils sont acceptés par le reste de la tribune, parce que quand tu es avec un groupe ultra, qui eux sont vraiment les boss du déplacement dans un parkage, tu ne poses pas en fait ton drapeau comme ça. C'est si ça, s'il est accepté dans le virage, c'est que le groupe l'a accepté. Donc ça montre aussi qu'il y a des liens quand même entre ces groupes, malheureusement. Après, les Lyon 1950 ont condamné les événements parce que le groupe ultra pouvait pas faire autrement. Et un groupe ultra, en fait, c'est théoriquement, ça se dit apolitique. En France, la plupart du temps, ça se dit apolitique. À Paris, évidemment, il y a eu un peu cette guerre entre Auteuil qui était à droite et Auteuil qui était à gauche. Et en fait, les groupes ultra, je vais la faire courte, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros savent que la politique ça divise dans un stade, et un groupe ultra ça a besoin d'être uni pour pouvoir mettre le max d'ambiance. Donc en vrai ils disent nous on fait pas trop de politique, mais les groupes hooligans pour le coup, et ça c'est ce qu'on a vu dans l'enquête, la plupart du temps se revendiquent à l'extrême droite. Il y en a certains un peu de l'autre côté, mais franchement en termes de nombre ils sont assez mineurs. Donc malheureusement la Mezza c'est un groupe qui est né en 2006 et qui depuis fait énormément d'actions à chaque fois très racistes, des agressions. Ils avaient fait des banderoles contre les réfugiés en 2015. Ils sont allés, certains membres sont allés se recueillir sur la tombe de Mussolini, donc l'ancien dirigeant le dirigeant mort du fascisme en Italie dans les années 30. Donc voilà, c'est vraiment un peu des gros fans d'histoire, mais pas la bonne quoi. Ouais, qui pollue un peu l'image du foot, beaucoup même. Et l'image de foot, Christophe, c'est l'un des terrains de jeu préférés de l'extrême droite. En décembre dernier, le soir de la demi-finale France-Maroc pour la Coupe du Monde, Pierre est arrêté après avoir participé à une tentative de ratonnade. Avec ses potes, il voulait taper de l'arabe. Après une garde à vue, il est rentré chez lui sans être embêté. Pierre, c'est un jeune de 17 ans qui garde beaucoup de souvenirs dans sa galerie de photos. Son portable vous a plongé, toi et ton collègue Mathieu Mollard, au cœur des groupes néofascistes les plus radicaux de Paris. Des photos, des audios, vidéos et des textos aussi. Plus de 2000 documents au total compromettants que vous avez baptisés les Faflix. À ce jour, vous en avez fait 2 articles sur le site de Street Press et 2 vidéos, 2 épisodes sur votre chaîne YouTube.
Christophe, on sait que les journalistes, ils n'ont pas le droit de révéler leurs sources, mais comment vous avez trouvé ces documents ? On vous a envoyé des mails anonymes, vous êtes tombé sur le portable de Pierre dans la rue, ça s'est passé comment ? Alors quelqu'un a dû tomber sur le portable de Pierre dans la rue, mais en gros oui, c'est une fuite de données qu'on nous a transmise avec tous ces documents-là. Et en fait, face à toute cette masse en fait d'informations, je dois aussi être honnête, il y a une partie de l'histoire qui avait déjà été couverte par Mediapart en août. Ça avait fait lieu à un article qui avait été assez partagé sur les réseaux où il révélait certaines choses que nous aussi on voulait révéler et du coup on a accès sur d'autres éléments. Mais voilà, par exemple, l'agression contre quelqu'un après la manifestation de néofascistes à Paris en mai, le C9M qui a beaucoup choqué à l'époque parce qu'on avait vu ces images à Paris de 400 mecs tous habillés de noir, cagoulés. Avec des drapeaux fascistes, des signes nazis qui étaient en liberté dans la rue, ça faisait bizarre. Ouais. Et en fait, il y a eu une agression à ce moment-là, ils avaient un peu essayé de le cacher, donc Mediapart a révélé ça avec les vidéos. Donc nous, on est tombé aussi sur le contenu de ce téléphone et c'est vrai que c'était assez une plongée vertigineuse en fait dans le téléphone portable de quelqu'un qui était encore mineur, donc comme tu le rappelles à l'époque des faits, il a 18 ans maintenant aujourd'hui Pierre, mais quand même jeune majeur et déjà depuis quelques années dans des groupes à parler en fait d'actions violentes, vraiment super choquantes quoi. Il parle d'aller tabasser un gars dans la rue, de le tabasser à 10, de lui mettre des coups de tête, de pied dans la tête. Vraiment à 18 ans, tu vois, on n'imagine pas trop ça quoi. Donc, il y a des vidéos de salut nazi sur une musique du Troisième Reich. Il y a pas mal de choses assez choquantes. C'est quoi leur profil ? Ils ont quel âge ces jeunes et c'est quoi leur origine sociale aussi ? Donc en fait, Pierre, il fait partie d'un groupe qui s'appelle la Division Martel. C'est un groupe qui s'est monté il y a à peu près 1 an, qui a eu une grosse activité pendant 10 mois, qui l'est moins maintenant parce que je pense que le Lix aussi leur a fait beaucoup de mal. Et en fait, qui est très associé à un peu les mouvements plus historiques de Paris. Ils sont notamment, c'est un peu l'équipe jeune du GUD. En fait, le GUD, donc c'est ce syndicat étudiant très mythique qui justement est à l'origine de la manifestation de mai dont on vient de parler et qui était en sommeil jusqu'à à peu près octobre-novembre 2022 et qui s'est relancé aussi en même temps quoi. Donc c'est un peu le GUD, c'est plus des mecs de 20-25 ans et là la Division Martel c'est parfois des mecs de 14-15 ans et qui vont jusqu'à 22 ans. Et Pierre, il est un peu en plein milieu de tout ça. Et c'est un peu un cadre quand même aussi dans tout ça, qui recrute des gens et qui a notamment recruté certains de ses potes qui sont aussi mineurs. Donc il y a le profil, ça va être un peu tout. Il y a tous les profils sociologiques. Pierre, c'est un enfant de bourgeois, clairement. Mais il y a aussi un peu, des personnes plus prolétaires. Il y a aussi des personnes de la noblesse française. Il y a un mec à double particule dans ce groupe-là. Ah oui, effectivement. Donc vraiment le noblion par excellence. Et voilà. Et après, dans les âges, ça va être 14. Mais aussi 16, 17, 18 et certains plus à 22 qui sont un peu les têtes et les anciens quoi. Et tu disais que les révélations ça a dû calmer, ça a calmé le groupe très clairement, mais ils conservent quand même ces documents, ils savent que ça peut leaker, ils les conservent ces documents dans leur portable comme on garderait une sextape en se disant c'est quand même un bon souvenir de jeunesse, d'ado, de soirée. Peut-être qu'ils se disent quelque part, c'est pas si grave que quelqu'un tombe dessus. Il y a aussi le fait que quand on est jeune, on sait pas vraiment tout ce qu'on peut avoir contre soi dans son téléphone portable. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, en fait, eux, ils font quand même attention. Leur groupe Telegram où ils préparent leurs actions, c'est des groupes Telegram où les messages sont supprimés au bout d'une journée. Donc ça, par exemple, on n'a pas pu avoir accès. Et en fait, les façons dont on a pu avoir accès par Telegram, c'était toutes les captures d'écran qui pouvaient faire des conversations. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup des captures d'écran de messages et tout. Tous. Et en fait, ça se retrouve dans le téléphone. C'est ça qui nous a permis aussi de voir que tel groupe, c'était la Division Martel. Tel groupe, c'était leur groupe de discussion Division Martel aiguë. Tel autre groupe, c'était un groupe pour justement aller faire des descentes avec des hooligans du foot qui s'appelait Cop of Bowling en image du Cop of Boulogne. Donc voilà, il y a un sens de la formule, faut leur reconnaître ça, mais après c'est clair que tout ça cache aussi une extrême violence raciste et décomplexée quoi. Oui, même, je crois dans ton article tu dis que pour eux Hitler, c'est un influenceur comme les autres. Ouais, ça c'est un des membres qui a été interpellé pour France-Maroc, qui s'appelle Léo, qui est à Rouen et qui bossait pour une grande compagnie qui fait des chaussures dont tout le monde s'arrachait à un moment, un supermarché. Et du coup, en fait, lui, il est interpellé par la police et les policiers découvrent beaucoup de photos d'Hitler dans son téléphone. Autre type de capture d'écran, c'est un autre délire. Et vraiment, ils sont en mode...
voilà, nous on a eu accès aussi aux procédures judiciaires de ce procès-là et vraiment il lui pose la question mais du coup pourquoi vous avez autant de trucs d'Hitler dans votre téléphone quoi. Et lui il répond j'aime bien ce que le personnage peut représenter. Et vraiment tu sens à l'écrit que les policiers sont un peu en mode comment ça, ce qu'il a pu représenter quoi. Et vraiment c'était le discours ouais non oui, bien sûr il y a eu des génocides mais il a aussi remis son pays sur de bons rails. Enfin vraiment c'est lunaire quoi. De A à Z c'est un influenceur stylé en fait. Un peu controversé quoi mais stylé quand même. Ok, donc en mode, bon, il a tué 6 millions de personnes, mais qu'il a quand même fait Volkswagen. Donc Ouais. c'était quand même pas mal. Quoi. C'est ça, Super. ouais, non, franchement. Et puis il c'est défendait la terrible. cause animale aussi. Il a une belle moustache. Enfin bon, Ouais. bref. D'ailleurs, tu as terrible. mentionné rapidement le fait que les groupes, les leaks ont eu un impact sur les groupes. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur l'impact que ça a eu? Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières, des mesures dans leur fonctionnement qui ont été prises par exemple? Bah alors ça, pour le coup, les mesures vraiment, ça, malheureusement, je suis pas en interne et c'était une des grandes qualités du leak, c'est qu'on voyait un peu comment marchait ce groupe en interne, tu vois, des trucs, tu peux le savoir, tu peux t'en douter, mais en fait, avoir la confirmation de ça, c'était quand même super intéressant. Ce que je vois, c'est que la division Martel était très active jusqu'à peu près en juillet, qui était un mois après le leaks. Un mois avant le leaks, pardon. Et du coup, en fait, depuis, ils font plus rien. Alors que voilà, c'est la rentrée, il y a des actions, des trucs différents et tout. Alors, en fait, moi, surtout ce que j'ai vu, c'est que quand on a sorti l'enquête, il y a eu beaucoup de commentaires de mecs clairement affichés d'extrême droite qui tensaient un peu, justement, la fuite de données et qui ciblaient un peu Pierre. Je sais qu'il a reçu des menaces de la part de gars d'extrême droite, aussi d'extrême gauche évidemment, parce que Qu'il accusait d'avoir fait leaker lui-même. Ouais, c'est ça, l'accusait ouais, d'avoir ouais. donné des informations pour les Exactement. mettre à mal. Ok. Ce qui n'est pas le cas, mais ça s'est vraiment fait en détriment de lui. Et on parlait de réseau, tu parlais de recrutement. Les recrutements, ça se fait sur les réseaux sociaux. Et plus globalement, à quel point les réseaux ont permis de relancer ce genre de groupe? C'est une importance énorme. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est super intéressant dans les leaks. C'est tout est bon en fait. Nous, en tant que journalistes, on croise beaucoup. Enfin, depuis quelques années, il y a beaucoup de revendications d'actes de violence de ces groupes sur des chaînes Telegram, sur Instagram, sur TikTok, avec des vidéos parfois et parfois juste avec des comptes rendus. Ce qui est un truc très issu de la culture ultra bagarre hooligan, encore une fois. Et en fait, ça va être par exemple telle date. On était 20 nationaux, comme ils s'appellent pour nationalistes, contre 30 antifa et on les a fait courir et tout. Et en fait, bon, voilà, c'est des actions comme ça. Parfois, c'est aussi genre on est tombé contre une tête et ils montrent leurs agressions, ce qui est condamnable. Enfin voilà, c'est un peu finalement fournir des preuves à la justice pour pouvoir se condamner. Et on pourrait se dire c'est idiot. Et en fait, c'est vraiment fait, et c'est ça les leaks nous le montrent bien, dans une stratégie de communication. Vraiment, on est tombé sur de nombreux leaks où en fait les gars disaient ouais mais tu vois, à un moment ils ont fait une ratonnade au lycée Victor Hugo à Paris le 20 avril dernier. Vraiment, ils sont arrivés à une vingtaine de mecs pour tabasser 5 personnes racisées qui avaient 13 à 16 ans. Quoi. Pour se rendre compte de la façon dont ils s'organisent et l'importance du fait de filmer, on va écouter un extrait justement. Juste les gars, faut tout de suite se mettre d'accord sur Désolé, qui filme, parce que à chaque fois personne veut filmer au dernier moment. Donc faut qu'il y en ait qu'un qui le frappe, 2 à la rigueur si vraiment vous y tenez, mais voilà, que ce soit filmé et surtout qu'on prouve par la vidéo qu'on n'a pas besoin de se mettre à 10 sur 1 pour les enculer, c'est ça le fils de pute. On le met en sang, tu vois, on met sa gueule en sang, on le met devant la caméra, on lui fait dire des trucs de ouf, tu vois. Faut que ça marque les gens en fait. T'allais y venir, Christophe, pourquoi il faut que ça marque les gens? Pourquoi ils ont besoin comme ça de se filmer et de partager ça sur les réseaux? Ouais, en fait, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est l'agression d'un lycéen qu'ils avaient défini comme antifasciste et ils ont décidé de le faire puisqu'ils l'ont repéré à un moment. Et du coup, ils l'attaquent dans la vidéo, ils montrent qu'ils sont à 2 contre 1. En fait, ils étaient plus nombreux, clairement, comme ils disent. À la fin, là, vous mettez pas l'extrait, mais ils disent ouais, une fois que la vidéo s'est arrêtée, on lui met tous un petit kick dans la tête, histoire qu'on n'ait pas fait le boulot pour rien. Donc vraiment, encore une fois, cette grosse violence. Et en fait, la vidéo doit montrer que les nationalistes, c'est les vrais maîtres du terrain à Paris. C'est à la fois une stratégie de communication pour faire peur, et c'est aussi donc une stratégie de recrutement. Vraiment, le fait de se dire, voilà, on va attaquer, donc dans le cadre de Victor Hugo le 20 avril dernier, des personnes arabes, ça va montrer qu'on est des Français patriotes qui attaquent la vermine arabe qui envahit notre pays. Hein. C'est vraiment leur terme, c'est clairement pas les miens. Et du coup, eux, ils se disent, tout ça, ça va faire... le terme, c'est même faire bander les patriotes sur Internet.
pour les faire venir, quoi. Et vraiment, la volonté de mettre des pastilles sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram, c'est que pour ça, quoi. Vraiment dans une optique Donc de on arrive à un moment, donc la ratonnade devient un challenge TikTok, une opération marketing. Ouais, clairement. Et malheureusement, ça marche parce que je sais aussi dans les leaks, il y a des audios qui renvoient à des futurs recrues en disant bah voilà, je te verrai avec un autre gars. Toujours, des mineurs, quoi, hein, vraiment des personnes qui sont peut-être un peu perdues ou voient un peu cet esprit d'équipe, je sais pas, de bande un peu masculine fantasmée et se disent c'est cool et je vais y aller. Et en fait, moi je sais qu'une fois qu'on est dedans et qu'on n'est plus trop branché par la violence, en fait en sortir c'est aussi compliqué, hein. Ça c'est quelque chose qu'ils disent beaucoup moins, enfin qu'ils disent même jamais. Mais en fait, si jamais tu pars, t'as peur de partir parce qu'en fait tu risques de te faire tabasser par le groupe, quoi. Et alors, au-delà de ces groupuscules, les discours et les thématiques d'extrême droite, elles se diffusent de plus en plus, parfois même donc sur Internet, parfois même dans des contenus qui n'ont rien à voir. Je pense par exemple dans toute la sphère fitness, la sphère sport de combat. Est-ce que vous l'avez remarqué chez Street Press dans l'enquête et comment on peut, pour les gens qui scrollent, qui regardent des contenus, comment on peut détecter ce genre de tentative d'infiltration dans la jungle de contenu et d'information ? C'est vrai que c'est compliqué, c'est une très bonne question que tu poses parce que par définition, ils arrivent à faire ça bien, à vraiment s'infiltrer. Et je pense, on a parlé avant l'émission d'un gars qui s'appelle Baptiste Marchais, Bench and Cigar. Là, maintenant, les gens l'ont plutôt bien identifié, même si pas tout le monde encore. Mais pendant très longtemps, il n'était pas du tout identifié comme quelqu'un qui a une idéologie d'extrême droite et qui la propage, en fait, clairement. Non, parce qu'au départ, il parle de musculation, il parle de viande, de pêche, de chasse et de l'histoire de France. Et après, il parle de catholicisme. Et après, il se met à inviter pas mal de gens d'extrême droite qui viennent manger avec lui. Souvent, c'est quasiment que des gens d'extrême droite. Et la discussion, elle est clairement orientée. Mais ce qui est pas... l'extrême droite reste ça reste un courant politique en France du moment que c'est pas dans des propos condamnés par la loi et donc ces gens-là ont théoriquement le droit de parler entre eux et de se montrer sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est bien aussi, c'est important de savoir d'où on parle et d'où les gens se positionnent parce qu'en fait, si on a juste un discours où c'est pas affiché que on est de tel bord politique, en fait, les gens vont pas forcément faire attention, vont retenir quelques idées et puis après vont dire en fait non, c'était pas si mal, vas-y, je continue. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme ça aussi que la descente se fait, quoi. Ça arrive énormément, comme tu dis, dans le milieu du sport, dans le milieu des coachs en séduction aussi énormément, où il va y avoir ça. Et en fait, tout ça t'amène vers une structure plus masculiniste et au fur et à mesure, ça t'amène aussi vers l'extrême droite et parfois l'extrême droite. Tu te retrouves dans une bulle. Exactement. Et globalement, quand on se retrouve face à un contenu d'extrême droite sur les réseaux, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur lambda ? Bloquer, masquer ? Est-ce que même les signalements, ils fonctionnent seulement ? Ça dépend de quelle raison on parle. Par exemple, à Twitter, clairement, c'est pas la peine. En ce moment, vraiment, le nombre de signalements qu'on peut faire et qui sont absolument pas pris en compte, c'est dramatique. Sur YouTube, c'est compliqué aussi parce qu'en effet, masquer, l'algorithme peut peut-être le prendre en compte, mais c'est vrai qu'une fois que tu regardes une ou deux vidéos, derrière, on te propose vraiment plus que ça. Mais que ce soit sur le sujet de l'extrême droite ou tout autre sujet, d'ailleurs. Si t'es fan, je sais pas moi, de Star Wars et que tu regardes une vidéo de Star Wars, tu vas bouffer du destroyer stellaire, quoi. Alors, visiblement, c'est pas la préoccupation première au sommet de l'État, tous ces groupuscules. Les actes néo-nazis et de l'extrême droite, leur but, c'est pas qu'ils soient passés sous silence. Le but, c'est pas qu'ils soient passés sous silence. Un média comme le vôtre, c'est essentiel pour parler de ces thèmes-là. Vous comptez sur vos lecteurs, vos soutiens pour financer vos enquêtes. À quoi servira l'argent récolté par Street Press ? Est-ce que ça sera pour acheter des machines à café ? Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position ? Menace de mort, la réponse de Youssoupha à Éric Zemmour qui avait affirmé que le rap est une culture d'analphabète, à l'époque chroniqueur. Éric Zemmour est aujourd'hui à la tête du mouvement d'extrême droite Reconquête. L'extrême droite, on en parle avec notre invité, le journaliste de Street Press, Christophe Cécile Garnier. Il est avec nous encore pour une dizaine de minutes. Il y a du mal là. Mais ça va être 10 belles minutes. 10 belles minutes, allez, on y va, on parle de l'extrême droite. Réseau. Avec Guéran, Laurence et Tazio. Donc l'objectif de la cagnotte lancée par Street Press la semaine dernière, c'est d'obtenir 100 000 € d'ici le 8 décembre. Christophe, vous êtes à un peu plus de 21 000 € là, à l'heure où l'on parle. À quoi va vous servir cet argent ? Alors clairement, cet argent va nous servir à faire la plus grande enquête collaborative jamais faite sur l'extrême droite. Le but, c'est vraiment de prendre ces 100 000 balles et les consacrer à une enquête, à cette enquête. Et en gros, dans une semaine, on va lancer une plateforme
une plateforme qu'on a conçue, sécurisée, tout ça. Donc une partie de l'argent déjà peut aller au financement. Enfin, une petite partie va aller au financement de cette plateforme. Et après, en fait, le but pour les gens, c'est de nous envoyer toutes les infos qu'ils peuvent avoir chez eux sur l'extrême droite. Parce que nous, voilà, on est un petit média, même si on essaye de faire beaucoup, on reste une dizaine de personnes et quelques pigistes très, très motivés. Et c'est vrai qu'une fois qu'on... Enfin voilà, on n'est pas partout en France et les gens peuvent nous... On se dit, soyez nos yeux et nos oreilles en fait. Envoyez-nous les infos. Si jamais vous voyez un nouveau sticker d'un groupe que vous estimez être d'extrême droite, si jamais vous savez que telle personne qui est à la fois le fils d'un homme politique est aussi à la tête d'un groupuscule violent, comme c'est le cas dans certaines villes, envoyez-nous ces infos-là. Ou même si vous êtes un banquier et que vous voyez des mouvements d'argent chelous vers un compte d'une personnalité politique d'extrême droite, pareil, envoyez-nous en fait, histoire qu'on montre vraiment à quel point l'extrême droite peut être dangereuse aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on appelle une enquête participative. Exactement. Ils envoient des infos, n'importe qui, en soutien à Street Press, et vous vérifiez et vous en faites quelque chose après. On fait le travail, on enquête derrière, on creuse les pistes, et donc une grande partie de l'argent va servir aussi à rémunérer les journalistes qu'on va mettre sur ce sujet-là, quoi, évidemment. Petite question, vous n'avez pas peur, parce que en sachant que les méthodes des groupes d'extrême droite sur Internet, vous n'avez pas peur aussi vous savez que potentiellement vous allez vous faire infiltrer avec des raids de fausses informations? Oui, clairement. Après, on a quand même une connaissance de l'extrême droite qui est importante et du coup, on se dit, certains trucs, on va pouvoir comprendre que c'est des fausses infos. Ça nous est déjà arrivé. Par exemple, sur l'enquête sur les Faflix, j'ai contacté des gens, ils ont tenté de me filer des fausses histoires. Enfin voilà, on arrive quand même à les cramer. Après, c'est clair qu'il y a aussi un danger de dire aux gens, on fait la plus grosse enquête collaborative, c'est aussi se mettre un peu une cible dans le dos. Là, depuis qu'on l'a lancé, il y a déjà sur des groupes Telegram des gens qui tentent de nous doxer, c'est-à-dire de mettre les adresses de nos membres, de ce genre de choses. Bon, heureusement, pour l'instant, c'est pas les bonnes. Ouais, il y a le collectif Tajmat, je crois, qui avait dénoncé ça. Oui, carrément, avec FRD Terre, qui était un groupe qui voulait justement un peu faire des actions. Là, il y a depuis quelques mois des groupes Telegram qui s'appellent Affiche ton Antifa ou Balance ton gauchiste, des trucs comme ça. Et en fait, ils ont déjà essayé de mettre des adresses à nous qui étaient en fait des anciens trucs, donc tout va bien. Mais c'est vrai que c'est des gens qui testent. Après, à Street Press, malheureusement, on a déjà eu ce genre de menaces. On a dû mettre une porte blindée chez nous pour pouvoir se protéger de façon plus solide face à la menace que ça peut représenter, quoi. Et cette menace, elle est réelle, et elle est de plus en plus présente, ces actes de doxer, de tout ça. Il y a une vingtaine d'années, ça aurait fait la une partout, on aurait dénoncé. Aujourd'hui, l'extrême droite, elle a investi les réseaux très tôt dans leur travail de dédiabolisation. Ils étaient déjà dans le marketing pour rafraîchir leur image. Aujourd'hui, le discours raciste, on en a parlé, se diffuse un peu partout, de manière consciente ou inconsciente. Et d'ailleurs, on parle plus vraiment d'extrême droite, mais on parle des extrêmes, en mettant dos à dos ce qui est qualifié d'extrême gauche et d'extrême droite. Est-ce que les réseaux ont inversé la diabolisation ? C'est une très bonne question. Ils ont contribué, indubitablement. Après, en fait, l'extrême droite, depuis avant même les réseaux sociaux, a commencé à se lancer sur Internet. La fachosphère a été vraiment la première structure politique sur Internet à se structurer. Il faut leur reconnaître que là-dessus, il y a eu un énorme travail de fait. Qu'à un moment, le site F2 Souche, c'était le premier site d'actu politique devant des sites de grands partis comme le Parti Socialiste. Hyper bien référencé. Voilà, extrêmement bien référencé. Et aujourd'hui, égalité, réconciliation. Égalité, réconciliation de fou aussi, ouais, carrément. Donc c'est vraiment un travail qui est fait depuis 20 ans, que les réseaux, évidemment, ont accéléré. Surtout certains, Facebook avec ce truc de bulle aussi, le complotisme qui s'est beaucoup développé là-dessus, mais Twitter aussi aujourd'hui qui malheureusement a donné une grosse audience à ce genre de discours. Et bien justement, on va sûrement aborder la question parce que là maintenant c'est l'heure de Tazio. Il a repéré en sous-marin des contenus sur les réseaux et il va te faire réagir. C'est le radar de Tazio. Réseau, toute l'actu d'Internet. Du lundi au vendredi. Avec Guéran, Laurence et Tazio. Move. Alors, premier contenu qui nous vient d'un article de Club X sur le conflit israélo-palestinien que Guéran va nous lire. Après une analyse de 250 posts relayant de fausses informations ayant suscité le plus d'engagement lors de la première semaine du conflit, du 7 au 14 octobre, NewsGuard en est arrivé à la conclusion que 74% de ces fake news extrêmement virales ont été partagées par des comptes à la coche bleue payant 8 € par mois à Elon Musk.
Alors X ou Twitter comme on veut est pointé du doigt depuis son rachat par Elon Musk pour le manque de modération et l'ensauvagement de la plateforme. En tant que journaliste, c'est quoi ton constat aujourd'hui sur la façon dont se porte le réseau social aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il participe même à la montée de l'extrême droite dans notre pays? Oui, clairement. Moi, je trouve que Twitter, c'est respirable. C'est vraiment maintenant, quand je le mets, je suis direct un peu pris à la gorge. C'est tout de suite l'agressivité, tout de suite ça. Et puis, en effet, sous chaque article, en fait, tu as les coches bleues qui sont la plupart du temps pris par des mecs. Enfin, il y a même un mec néo-nazi là, qui a repris avec une coche bleue et qui commande tous les comptes, les tweets de Street Press à chaque fois et qui arrive en premier en dessous. Donc, c'est vrai que c'est compliqué quoi, de continuer à s'informer parce qu'au départ, Twitter, c'était un super bon outil d'information pour les journalistes. C'était la façon d'avoir les infos en direct dès le départ. Enfin, si malheureusement ce qui se passe, ça se passe depuis des années, mais l'ampleur de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui serait passée il y a 10 ans, on aurait quand même eu une source d'information qui aurait été vraiment utile pour les journalistes. Là maintenant vraiment on doit se poser la question, qu'est-ce que je regarde? Il y a beaucoup plus de tri à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que cette vidéo elle a pas 6 ans? Est-ce que ça se passe vraiment à Gaza? Est-ce que c'est déjà depuis quelques années, hein, c'était avant que Musk le fasse parce que les fake news ont monté aussi en même temps, mais vraiment depuis un an c'est terrible. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'afflux d'informations invérifiables rallonge le temps d'enquête alors que Internet va toujours plus vite. Ouais, et donc on se retrouve dans une ambiance super hostile, quoi. Enfin, vraiment, les commentaires, c'est terrible, quoi. Et on nous envoie, le nombre d'images aussi qu'on peut envoyer de mèmes avec, pareil, Hitler. Enfin, vraiment. Les trucs antisémites aussi sur la plateforme, c'est genre c'est monté en flèche depuis que Musk est arrivé, quoi. Il y avait des mecs à l'époque, je me souviens quand Musk a pris le contrôle, qui mettaient les trucs les plus antisémites pour voir en fait si la modération. Ouais, c'est ça. Et la réponse c'était jusqu'à tout, quoi. Alors tu parles de mème, mais justement c'est le second extrait qu'on va passer, une vidéo du youtubeur Mad Dog sur l'histoire d'un mème, celui de Pepe the Frog, devenu icône de l'extrême droite malgré lui. Les fans de l'alt-right se sont saisis de ce symbole qu'on venait de leur offrir sur un plateau d'argent, se donnant de surcroît une image cool et ironique. Le nombre de dessins associant Pepe à Trump a augmenté, tandis que l'utilisation normale de Pepe a baissé par peur d'être associé à un mouvement qu'on déteste. Alors sur internet, du coup, l'extrême droite utilise des mèmes quitte à s'en approprier certains. C'est le cas de Pepe the Frog par exemple qu'on vient de voir. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui continuent d'utiliser ces mèmes alors qu'ils sont très liés à cette communauté. Selon toi, est-ce qu'on devrait arrêter de les utiliser ou bien continuer pour les reprendre à l'extrême droite? C'est pareil, c'est une super bonne question. En vrai, j'ai pas forcément la réponse parce que je comprends aussi le poids que ça peut représenter. C'est un peu, je me pose la même question avec les tatouages de runes nordiques par exemple, des runes qui sont avec par exemple des trucs qu'on appelle la rune d'Odal ou la rune d'Yggdrasil, qui sont des trucs qui représentent la famille, la vie, ce genre de choses qui sont des trucs très positifs. Sauf qu'en fait, ce que les gens savent pas forcément des fois, c'est que ça a été repris par les groupes d'extrême droite, parce qu'avant ça avait été repris en insigne SS durant la guerre. Et du coup, c'est vrai que des fois, je vois des potes avec ce genre de runes tatouées sur les doigts, par exemple. Et là, tu commences à enquêter sur eux. Mais non, parce que je sais, tu vois, donne-moi ton téléphone. Mais c'est vrai qu'une personne que je connais pas et que je vois avec ce genre de runes, je me pose des questions, quoi. Et je teste après, évidemment. Mais c'est vrai que, je pense qu'il faut essayer de se les reprendre parce que sinon, c'est vraiment le même anglais This is why we can't have nice things. Mais vraiment, c'est compliqué, quoi. Faut vraiment faire ce travail-là. Et après, il y a quand même tout un travail aussi maintenant de la gauche qui est fait sur les mèmes, sur la culture mème et humoristique sur les réseaux, qui est fait depuis des années aussi, même si l'extrême droite tend à dire que left can't mème, mais c'est pas vrai. Mais bon, voilà, faut réussir à mener ce combat. Et en fait, on peut se dire, ce combat, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, par rapport à tout ce qui peut se passer, ça n'a aucune importance. Mais en fait, c'est ça aussi que l'extrême droite a réussi à faire, c'est ce côté métapolitique, de s'insinuer vraiment partout, dans l'humour, dans la culture, dans les trucs comme ça, et de l'infuser en fait. Il faut réussir à combattre ça et repousser. Très bien. Dernier contenu, une enquête du créateur Radi Irradié sur Dylan Thierry. Dans la partie 1, nous avons constaté que Dylan a tendance à mentir fréquemment. Au point que j'ai des forts soupçons quant à une possible pathologie mensongère chez lui. Nous avons vu qu'il était derrière la promotion d'énormément de présumées escroqueries. Utilisant du dropshipping frauduleux, il faut l'éradiquer. De la contrefaçon, du copy trading, du casino en ligne, fausse loterie, CPF, fraude au permis, projet NFT foireux.
Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui qui se lancent dans des formats enquête alors que c'est pas forcément leur métier de base. Qu'est-ce que toi tu penses de ce travail-là qui est effectué par ces créateurs ? Franchement, c'est du super travail. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de choses de qualité qui devraient se retrouver sur les médias de manière générale. Moi, c'est pas vraiment la même chose, mais j'ai récemment vu des vidéos sur comment il s'appelle pas Ben Mazuet, ça c'est le chanteur, mais un gars qui est influenceur. Ben Never. Ben Never, merci. Voilà. Ben Never, oui. Voilà, je confonds avec Ben Mazuet, je suis désolé pour lui. Et qui est évidemment pas quelqu'un d'extrême droite, mais qui a un discours et en fait tout un contenu qui analysait cette personne. Alors je connaissais pas du tout et vraiment c'était super intéressant. Il y a plein d'autres enquêtes qui ont pu être faites sur comment l'extrême droite arrive dans la société. Il y a des personnes influenceuses comme par exemple Usul qui a un super... qui arrive à vraiment montrer ça de façon didactique. Et nous, les journalistes, parfois, on est un peu trop la tête dans le guidon. On se dit un peu trop, les gens savent, les gens connaissent. Et en fait, non. Et il faut revenir aussi aux bases et réapprendre un peu aux gens qu'est-ce que c'est l'extrême droite, d'où ça vient, c'est quoi son origine. Et ça, des gens comme ça réussissent en fait parce que ils n'ont pas cette posture journalistique-là. Ils se disent, en fait, je vais essayer de l'expliquer à absolument tout le monde. Donc vraiment, c'est des trucs à faire, à soutenir. Je sais que le CNC soutient parfois certaines initiatives comme ça. Donc vraiment à continuer. Très et bien. Même à mettre sur les médias, moi je trouve que ces gens-là ont une posture journalistique et devraient être partagés. Et ils pourront collaborer à la plateforme collaborative, carrément. Puisque on prend avec c'était plaisir. ça, la plateforme collaborative pour la première, la plus grande enquête collaborative sur l'extrême droite en France. Ouais. Merci Christophe, Cécile Garnier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Réseau. Toute l'actu d'Internet. Guéran, Laurence et Tazio. Je le rappelle, nous avions Christophe Cécile Garnier de Street Press, le site d'info à prix libre. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à soutenir leur travail. La cagnotte est en ligne en ce moment jusqu'au 8 décembre pour financer leur enquête, notamment sur l'extrême droite française, enquête à laquelle vous pouvez participer via la plateforme. Il y a plein d'articles qui sont déjà dispo. La prochaine vidéo sur les Faflix, ça arrive. C'est mercredi prochain. Mercredi prochain. Sur YouTube. Exactement, sur la chaîne YouTube de Street Press. Cet épisode de Réseau est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir écouté. Évidemment, restez bien sur Move, restez bien connectés au réseau parce que pendant toute la journée et ce soir, vous allez vivre le hip-hop symphonique. Pour ne rien louper. Et pour ne rien louper, à midi, vous aurez aussi rendez-vous avec Reux de Nina. Et à 16h, la Fédération Française d'Ambiance, Muxa Olivia Barraud dans Bang Bang. Et elle ne sera pas hip-hop symphonique, mais on va l'écouter tout de suite. Big Pantress, c'est Mosquito sur Move. Passez une bonne journée. Salut. À demain.